Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Merci du temps que vous allez nous accorder pour ce sujet passionnant qui est la sécurité informatique et malheureusement ou heureusement un thème d'actualité qui est comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir concilier la réduction des ressources et à la fois financières et humaines quand il s'agit d'enjeux de sécurité informatique. Je suis Laurent Gentil, je suis directeur technique pour Sophos France. J'aurai le plaisir d'animer la première partie de cette présentation. Je suis accompagné par Monsieur Toutain du centre hospitalier Charcot, qui est responsable des infrastructures et des réseaux pour les centres hospitaliers Charcot et HGMS à Plaisir, qui est client Sophos depuis un certain nombre d'années et qui a accepté, et je le remercie infiniment, de témoigner devant vous sur son expérience, qui désormais est une expérience de 6 ans, en collaboration avec Sophos sur diverses solutions. Et donc ça sera lui qui aura la deuxième partie et qui sera en charge de pouvoir répondre aux diverses questions que vous pourrez avoir, je l'espère. Alors, sans vouloir utiliser énormément de slides institutionnels, je souhaitais quand même vous donner une vision de qui est Sophos. Donc qui est Sophos? On a été créé en 1985 par 2 agrégés d'Oxford. On est aujourd'hui une société britannique. On a fait l'introduction à la Bourse de Londres l'année dernière, contrairement à ce qui se fait sur notre marché généralement, quand une introduction en bourse se fait au niveau du Nasdaq. On a choisi cette bourse parce qu'on est en Europe, on est d'origine européenne, donc on revendique également cette dimension européenne. Néanmoins, on n'est pas une start-up, parce que ça fait désormais 30 ans qu'on existe. On est presque 3000 employés dans le monde. On protège plus de 100 millions d'utilisateurs sur diverses solutions. Peut-être certains d'entre vous nous connaissent sur les parties antivirus historiquement. Aujourd'hui, Sophos fait bien plus que ça. Et je vais m'atteler aujourd'hui à vous montrer un petit peu la portée de ce que Sophos peut faire. Vous voyez ici la concentration de notre R&D. Quand on mentionne sécurité, on parle forcément de confiance. On parle également de géopolitique. Donc aujourd'hui, Sophos est une société qui a énormément de R&D, qui investit énormément en Europe, majoritairement en Angleterre, qui est bien évidemment le centre historique, mais également sur l'Allemagne, de manière à vous fournir les solutions qui vont vous protéger aujourd'hui. Et puis derrière, c'est pas uniquement des produits, c'est également de l'intelligence, parce que quand on parle de réduction des ressources, on va parler un maximum automatisation, donc automatisation des choses que vous allez pouvoir faire vous sur directement vos infrastructures en fonction des moyens qui sont les vôtres. Et nous, en tant qu'éditeurs, ce que l'on peut mettre en place de manière à vous éviter finalement d'avoir à investir lourdement dans les hommes pour pouvoir régler au maximum les solutions, ce qui finalement devient consommateur de temps au fur et à mesure du temps, et qui finit par induire à l'erreur humaine qui est, on est toujours pressé par le temps, et finalement plus les solutions sont intégrées, moins on a à réfléchir pour les déployer, plus on répond aux incidents de manière sereine, mieux c'est pour tout le monde, et moins on a de risque d'erreur qui est lié à ça. Donc pour ça, on est complètement lié à nos laboratoires Sophos qui fournissent la veille, qui fournissent l'intelligence pour les différents produits. Bien évidemment, Sophos, je vais vous en dire du bien et idéalement, Monsieur Toutain en dira pas trop du mal. Par contre, ce qui est important également, c'est qu'est-ce que d'autres disent de nous. Donc aujourd'hui, Sophos est reconnu comme leader, selon le Gartner, sur 3 cadrans magiques, sur les 3 lignes de produits sur lesquelles on attache énormément d'importance à la sécurité, qui aujourd'hui sont absolument centrales dans la protection, qui vont être tout ce qui va être protection des systèmes, avec le cadran magique Endpoint. Donc ici, vous avez celui de février 2016. Celui qui concerne la protection de la donnée mobile, donc évidemment les terminaux mobiles, bien évidemment, mais également et surtout le chiffrement de la donnée de manière à la mettre en confidentialité. Et puis la partie firewall avec la partie UTM. Donc Sophos est aujourd'hui le seul acteur à être présent sur ces 3 cadrans et en tant que leader sur les 3 cadrans. Ça, c'est illustré également en fonction de notre assise financière. C'est-à-dire que Sophos est une société bien évidemment de sécurité, mais avec une assise commerciale. Donc on se doit de pouvoir avoir des solutions qui finalement sont régulièrement améliorées, revues, repensées en fonction des menaces d'aujourd'hui, des menaces de demain, et être en mesure d'investir finalement sur les secteurs les plus importants et sur lesquels on a le plus de manne financière, ce qui va permettre de réinvestir plus fortement dans les technologies. Donc aujourd'hui, je ne vais pas citer l'intégralité des personnes que vous voyez ici, par contre vous noterez un élément qui est quand même assez différent, qui est que Sophos est le seul qui soit à peu près à l'équilibre 55-45 entre des revenus qui viennent du système et des revenus qui viennent du réseau. Donc ça veut dire qu'on a ces 2 éléments qui aujourd'hui permettent de réinvestir en R&D fortement sur les différentes technologies. Alors, quand on parle de sécurité,
il faut forcément avoir une vision. Aujourd'hui, on pense que la sécurité est trop complexe. Trop complexe par rapport aux personnes qui la gèrent, par rapport aux ressources que l'on a à mettre en face pour pouvoir gérer la sécurité au quotidien. Et puis finalement, comment est-ce qu'on va pouvoir répondre aux besoins de sécurité présents et futurs avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui et avec l'augmentation du nombre de menaces et idéalement avec des moyens en augmentation à la fois financiers et à la fois humains, mais probablement à iso-périmètre, iso-budget. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir répondre efficacement à cette problématique? Donc bien évidemment, pour ça, il faut que la sécurité soit simple. Je dirais c'est le premier pilier. Plus c'est simple, moins il y a d'erreurs humaines, moins il y a besoin de formation, moins une personne qui doit reprendre une activité d'une personne qui est malade, en vacances, etc., aura besoin de formation pour reprendre en main une solution de sécurité. Moins un produit sera compliqué à administrer au quotidien, plus facile il sera de répondre à un incident qui surviendra à l'avenir également. Donc ça passe également par la complétude. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas imaginer que la sécurité est un élément. Aujourd'hui, quand vous avez une voiture, quand vous avez un avion, vous avez de multiples éléments de sécurité et un système d'information est somme toute assez similaire. Il y a différents composants qui composent une chaîne de sécurité. Un composant unique ne devrait pas être défaillant et chacun des composants devra a priori pouvoir en sauvegarder un autre. Si vous avez un accident, probablement l'airbag et la ceinture de sécurité vous serviront beaucoup. Par contre, les freins vous ont a priori pas été de grande utilité. Donc c'est exactement la même logique dans le schéma de sécurité. Et puis, ce point-là est absolument primordial. Absolument primordial. Sécurité qui fonctionne mieux en tant que système, plus que des produits uniques qui répondent à un besoin unique. Un agent antivirus qui va bloquer les virus, un firewall qui va fermer des ports. Comment est-ce qu'on peut mettre en place un système de protection, un écosystème de sécurité qui finalement va travailler ensemble avec autant d'automatisme que possible, de manière à pouvoir éviter que les personnes qui gèrent les solutions de sécurité au quotidien finalement ne soient complètement noyées sur le nombre d'équipements qu'il faut gérer. Alors, ça passe par bien évidemment une mutualisation de l'ensemble des produits, des technologies, avec une convergence de cet ensemble. Donc je ne vais pas repasser sur l'ensemble des périphériques. Ici, on fait énormément de choses, notamment avec Sophos Central. Être en mesure d'adresser aussi bien une problématique de DLP qu'une politique de firewall, qu'une politique de endpoint. Tout ça ensemble, simplement, avec quelque chose qui soit réellement intégré, qui soit accessible également aux personnes, et pas forcément aux personnes qui sont au quotidien en charge de la solution, mais aux personnes qui doivent être en support à réponse à incident. Ça passe par une synchronisation de la sécurité. Donc si vous avez peu ou prou suivi l'actualité Sophos, vous avez énormément vu ce message Synchronized Security, la sécurité synchronisée. Comment est-ce que deux univers a priori qui ne travaillent pas ensemble et qui quelque part, par essence ou par habitude ou par accoutumance, travaillent non pas les uns contre les autres, mais pas réellement ensemble. Je parle du monde du système d'un côté et du monde du réseau de l'autre. Comment est-ce que, côté système, on va voir les résultantes d'une attaque qui est venue du réseau? Comment, côté réseau, on va voir les résultantes d'une attaque qui est survenue côté système? Eh bien, il faut qu'une solution de réseau, une solution firewall typiquement, puisse interroger de manière automatique une solution qui fonctionne côté système de manière à avoir un processus qui est le résultat d'une attaque, par exemple. Alors, quand je parle automatisation, ici j'ai pris un exemple que j'ai voulu à la fois actuel, malheureusement, et extrêmement parlant. Je vous parle ici d'un agent endpoint, donc qu'on peut appeler vulgairement un agent antivirus, qui va répondre à une attaque qui malheureusement est une attaque commune aujourd'hui, qui va être une attaque du type ransomware. Donc le ransomware, c'est le code malveillant qui est reçu par un utilisateur et qui finalement va chiffrer l'ensemble des fichiers. D'accord? Et qui va demander une rançon en bitcoin la plupart du temps pour pouvoir récupérer les fichiers, les données qui ont été chiffrées. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Vous voyez ici que vous avez le système protector qui est avec une couleur verte parce que tout va bien. Et le but d'une solution de sécurité et l'adoption de la solution de sécurité par l'utilisateur final, c'est que quand tout va bien, l'utilisateur ne doit pas être embêté par la solution de sécurité. Ça, c'est quand même la base de toute chose. Par contre, quand ça va mal, il faut pouvoir aller chercher un petit peu plus loin. Donc là, on va avoir ce système protecteur qui va passer par différentes couleurs pour l'illustration, au fur et à mesure où l'attaque est menée. On a en premier lieu un utilisateur qui va consulter une page web qui a une réputation qui est discutable. Pas bonne, pas mauvaise,
discutable, peu ou prou 95% de l'Internet mondial, hein, parce que je vous rappelle que la plupart n'est pas classifié. Donc c'est un premier élément qui permet de voir qu'on n'est déjà pas sur un terrain de confiance. Donc on va être plus vigilant que si jamais on est par exemple sur votre intranet. Ensuite, l'utilisateur lance, et j'ai mis des guillemets que je voulais mettre beaucoup plus gros par ailleurs, parce qu'on sait aujourd'hui que l'utilisateur, même si jamais il est faillible, n'est pas forcément systématiquement avec une action de sa part pour pouvoir exécuter ce code. Ça peut être un exploit, ça peut être divers moyens qui finalement conduisent une attaque sur un poste utilisateur. Donc cet utilisateur lance un code qu'il n'aurait pas dû, peut-être sur une exploitation d'une faille de sécurité, Adobe Reader ou autre. Le système protector voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement et pour ça on fait appel au moteur de détection des menaces. Et puis, au fur et à mesure où ça continue de fonctionner, on voit le ransomware qui n'était pas connu jusqu'à présent, hein, bien évidemment, sinon il aurait déjà été bloqué, qui s'injecte. Alors, désolé si je deviens un petit peu trop technique, mais dans Explorer.exe. Explorer.exe, c'est un processus absolument légitime de Windows, qui par contre sert à exécuter d'autres applications. Donc on a ce code malveillant qui utilise une partie légitime du système d'exploitation pour pouvoir commencer à lancer une attaque sur le système via un processus connu et à peu près de confiance. Ensuite, ce processus légitime, donc l'explorer.exe qui vous affiche le bureau, qui vous affiche l'explorateur de fichiers ou ce genre de choses, va essayer de récupérer une clé de chiffrement auprès d'un serveur qu'on appelle un serveur de commande et de contrôle. Donc le serveur sur lequel la clé de chiffrement pour cette instance du ransomware va être générée de manière à chiffrer les fichiers sur le poste client attaqué, de manière à pouvoir a posteriori demander la rançon et pouvoir déchiffrer les fichiers parce que c'est quand même un business model, donc il faut, tant que faire se peut, même s'il n'y a pas de garantie, déchiffrer les fichiers, sinon le business case s'écroule, et puis après, plus personne ne paye les rançons. Je ne vous encourage pas à les payer si ça vous est arrivé. Donc, on est sur une chaîne d'infection qui finalement fait virer notre système protecteur au rouge, et là, avec tous ces éléments qui, de manière unitaire, ne peuvent pas, a priori, être bloqués, sauf risque de ce que tout le monde souhaite éviter à tout prix, le faux positif, ne peuvent pas être bloqués de manière unitaire. Par contre, cette chaîne d'infection, cette séquence permet, avec une notion temporelle, quels sont les résultats de ce qui s'est passé à un instant T, T+1, T+2, T+3, T+4 sur un poste utilisateur, permettent de mettre en exergue un comportement qui est un comportement d'infection par un ransomware. Donc là, on est sur quelque chose qui est totalement automatisé au sein d'un agent endpoint, sans intervention de l'utilisateur, sans intervention d'un administrateur, de manière totalement automatisée. Alors, ça c'est le premier point, mais finalement on est resté côté système. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir faire cohabiter un côté système. Donc, par exemple, cette machine et celle-ci, donc un firewall avec un PC portable. On a sur la gauche de l'écran la partie système et sur la droite la partie firewall. Je ne vais pas revenir sur chacun de ces modules, mais aujourd'hui, quand on a une attaque qui vient de l'extérieur, telle que mon attaque précédente sur la partie ransomware, on est sur des composants qui viennent de l'extérieur, donc qui finalement traversent notre firewall et qui résultent sur des codes qui sont exécutés côté système. Donc on a cette machine, celle qui clignote actuellement, qui va déclencher notre récupération de clés de chiffrement, comme tout à l'heure, suivant une attaque de type ransomware. Donc, on est en mesure au niveau firewall de pouvoir détecter que c'est cette machine, grâce à ce qu'on a inspecté au préalable, qui est le résultant du téléchargement de la clé de chiffrement. Et donc, on est capable de mettre en exergue le comportement, ce qui permet d'isoler la machine des sous-réseaux LAN et de l'accès au WAN ou aux zones particulières pour lesquelles la machine pourrait représenter un risque finalement, directement au niveau firewall, au niveau firewall, tout ce qu'on a vu passer, c'est des paquets. Ça s'arrête absolument là. Et on est capable de prendre des actions totalement automatisées sur ce point-là, grâce notamment à ce que vous voyez au milieu, qui est le heartbeat entre les deux. Comment est-ce qu'on va synchroniser le niveau de sécurité entre la partie système et la partie réseau? On va être, dans une certaine mesure, ou au bout du bout, capable de supprimer les clés de chiffrement. Donc les clés de chiffrement de vos fichiers, avec la solution de chiffrement que vous maîtrisez,
pour éviter que le code malveillant qui est présent sur un système et qui essaie de communiquer avec l'extérieur ne puisse exfiltrer de l'information, ou si jamais il exfiltre l'information, il exfiltre de manière chiffrée, sans avoir en possession la clé de chiffrement. Donc le pirate va télécharger des fichiers chiffrés sans avoir possibilité de les déchiffrer. Donc ça évite l'atteinte aux données. Et puis, on sait que quand une attaque est malheureusement réussie, rarement elle se limite à un seul et unique système. Probablement une fois que quelqu'un a réussi à rentrer sur vos systèmes, la machine sur laquelle vous avez trouvé l'attaque, probablement il y en a d'autres qui se retrouvent dans le même cas. Donc là, encore une fois, il va falloir pouvoir détecter sur les autres systèmes que vous avez les machines qui portent des signaux, des indicateurs de compromission, tels que la première machine qui a été infectée. Et ça, encore une fois, avec autant d'automatisme que possible, de manière à éviter que vous ayez des équipes complètes qui aillent sur l'ensemble de vos machines pour voir s'il y a quelque chose de similaire qui traîne. Qui finalement, on fait relativement rarement parce qu'on a, en toute objectivité, de moins en moins le temps de le faire. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction sur Sophos, ce que l'on fait. Je pense fondamentalement que aujourd'hui, sur le nombre de menaces à la sécurité auxquelles on a affaire au quotidien, si jamais on continue de faire de la sécurité comme on faisait au préalable, avec une solution antivirus d'un côté, une solution firewall de l'autre, du filtrage d'URL, du SIEM, etc., etc., et je peux ajouter une très très longue liste, on est quand même avec un nombre de personnes qui sont en charge de la sécurité aujourd'hui qui est bien inférieur au nombre de menaces auxquelles on a affaire. Donc ça veut dire que si on continue de faire la sécurité demain comme on l'a fait aujourd'hui, malheureusement, je pense que la bataille, elle n'est pas vraiment en notre faveur à l'heure actuelle. Donc j'ai passé la main à Antoine Toutain, si vous me permettez, de manière à ce qu'il vous parle de son implémentation notamment, de la solution Sophos UTM, donc ces machines-là, mais pas que, sur ce qui s'est fait au CH Charcot et ce qui se fait encore à l'heure actuelle. Très bien. Bonjour à tous. Donc moi je suis un peu le témoignage client. Alors juste un léger un préalable par rapport à ce qui va suivre dans ma présentation. Moi je vais plutôt avoir, je dirais, une logique de démarche et comment on est arrivé effectivement à une solution entre guillemets centralisée. On utilise également le terme de unifié avec effectivement ce que nous proposait Sophos. Je fais une rapide présentation, je dirais, de la manière dont est organisé en fait notre service de sécurité. Moi, je suis en charge d'un service qui est au centre ici et qui est commun à 2 hôpitaux, qui a en charge tout ce qui est équipement, on va dire réseau actif, également tout ce qui est data center et les écosystèmes serveurs, la sécurité. Et nous, on est effectivement à disposition du centre hospitalier Charcot, qui est illustré à la gauche, qui a lui-même, bien sûr, sa DSI locale avec ses applications métiers, l'écosystème utilisateur et ainsi de suite, et l'équivalent, effectivement, pour l'hôpital AGMS. Donc, ces 2 hôpitaux sont localisés dans le 78, dans les Yvelines Sud, et sont effectivement, je dirais, géographiquement très proches, puisque la distance entre les 2 campus est à peu près de 600 mètres. Voilà. Ça, c'est juste pour planter un peu, je dirais, le décor. Une dernière remarque préalable avant que, effectivement, je commence à dérouler la presse, c'est que la thématique qu'on m'avait fournie, c'était comment concilier la réduction des ressources financières et humaines et l'augmentation des risques. Je vais essayer de coller un peu à cette thématique. Pas forcément de manière totalement chiffrée, parce que c'est pas toujours évident, surtout sur l'aspect, je dirais, réactivité, par exemple, par rapport à la demande d'utilisateur et ainsi de suite. Mais je vais essayer quand même de cadrer avec ce plan. Alors, comme peut-être certains d'entre vous, ou pas mal de centres hospitaliers, on s'est rendu compte, effectivement, à un moment N, qu'on avait une architecture, je dirais, totalement hétérogène. Je pense qu'on retrouve ça dans pas mal de sites, c'est-à-dire qu'on avait des éléments sur les différents scopes réseau ou autres, on avait de la protection réseau, on avait une autre application, où je parle ici d'application ou d'équipement, pour tout ce qui était anti-spam, supervision effectivement de tout ce qui peut arriver en termes SMTP, de l'extérieur, qu'on avait du filtrage web, qu'on avait des accès distants éventuellement avec une solution tierce également. Enfin, voilà, j'ai mis ici tout ce qui peut représenter l'éventail de la sécurité, en tout cas au niveau des flux, au niveau technique, en dehors bien sûr, je dirais, de tout ce qui est la sécurité, véritablement le PSSI, c'est-à-dire tout ce qui concerne les applications métiers. Voilà, on est parti de ce constat-là, et à partir de ce constat-là, on a effectivement tiré des conséquences très simples. C'est que les conséquences étaient forcément financières, puisqu'on avait sur ces équipements ou sur ces applications de la maintenance, c'est aussi simple que ça, des renouvellements parfois de licences, et il y avait des conséquences fonctionnelles, et là qui étaient importantes, puisqu'on se retrouvait de manière très simple face à N consoles de management, donc avec, je dirais, tout simplement des
des applicatifs distincts avec une redondance du référencement des objets. C'est-à-dire que c'est typiquement une machine ou un user, même si après on en faisait un héritage d'un annuaire fédéré, devait être présent à gauche, à droite et ainsi de suite. Voilà. Donc on a trouvé que c'était pas forcément très pratique, si on parle, je dirais, simplement, et que de toute façon, même en termes, c'était chronophage en termes de temps passé. Au-delà de ça, il y avait énormément de procédures qui étaient propres à chaque, je dirais, technologie. Voilà. Donc la démarche, on a fait un peu, entre guillemets, on va dire, de veille technologique sur le sujet. Et à partir de là, on a essayé de trouver une solution adaptée qui également intégrait des nouveaux besoins. Hein. Nos nouveaux besoins, tels qu'on les avait identifiés en termes de sécurité, c'était également la protection, on va dire, des équipements de type smartphone, tablette, c'est-à-dire tout ce qui est mobilité, qu'on n'avait pas effectivement dans l'ensemble des solutions qui étaient présentées avant. Voilà. Donc, après des rencontres et peu importe, le choix s'est effectivement fait sur ce qu'on appelle l'UTM Sophos, en fait, qui est vraiment la partie unifiée, le tout en un, en quelque sorte, qui nous permet de gérer l'ensemble, je dirais, du scope de sécurité, qui est en tout cas celui qui nous concerne. Bon, après, j'ai mis avec une offre commerciale adaptée, effectivement, ça a penché également, bien évidemment, dans le choix. Ça colle un peu, je dirais, à la partie financière. Voilà où a été fait notre choix. Donc ensuite, je vais passer simplement à la mise en place et je dirais de tout ce qu'on a pu bénéficier. Alors effectivement, je dirais les différents scopes de sécurité qui sont présentés ici ne sont pas super visibles sur la diapo, mais effectivement sur l'UTM, on a retrouvé les mêmes éléments un peu qu'on avait avant, mais de manière beaucoup plus simple, c'est-à-dire tout ce qui est de basique, la protection du réseau, tout ce qui est également la protection d'email, de web serveur, tout ce qui est de filtrage du URL et également la protection des équipements d'extrémité. Voilà. Alors, la mise en place, c'est ce que j'ai mis en bas, et c'est surtout ça, je dirais, que nous, qui nous a totalement séduit et qui a été assez simple à gérer pour l'ensemble des équipes, c'est que ça a été une mise en place, très très simple et avec une interface conviviale. Voilà, moi je suis pas un adepte forcément des lignes de commande qu'on finisse plus ou des choses qui sont un peu complexes. Et je dirais l'interface qui nous était fournie, fédérateur, nous a permis effectivement d'aller très vite. D'accord. Il faut savoir par exemple que j'ai mis prestation intégrateur réduite, c'est pas forcément sympa pour les intégrateurs, mais la mise en place réellement de l'ensemble de ces éléments s'est fait vraiment en quelques jours, quoi. Et à titre indicatif, puisque nous on s'occupe de 2 hôpitaux, on a reproduit ce même schéma sur l'autre hôpital, et je crois qu'en termes, je dirais, de prestation intégrateur, on a dû prendre 2 jours au max pour régler tout le scope et l'intégrer. Donc c'est vraiment une vraie facilité, et moi c'est une des qualités premières effectivement que je trouve à cette solution. Donc derrière, je dirais, il y a eu également une appropriation rapide par les équipes, parce que si on se rappelle un petit peu je dirais l'organigramme que j'ai présenté au début, nous on est sur un service qui est, on va dire, central, qui s'occupe, je dirais, essentiellement de la sécurité réseau, des choses qui sont un peu liées au flux, etc., telles qu'on le trouve de manière habituelle. Mais par exemple, je sais pas moi, intégrer une URL dans une whitelist ou une blacklist, ça doit être forcément à la portée des équipes qui, eux, sont en face des utilisateurs. Donc en fait, cette partie-là, c'est pareil, les équipes, on va dire, de DSI local, qui étaient des 2 côtés, se l'ont approprié, mais vraiment de manière très, très rapide. Alors, je vais juste illustrer dans ces slides, parce que j'essaie toujours un peu de cadrer, je dirais, avec la thématique principale, qui est, je dirais, la réduction des ressources, dans ce cas-là, je dirais, humaines. Alors, dans notre cas, on ne peut pas proprement parler, dire qu'il y a eu effectivement une réduction, je dirais, du périmètre RH sur tout ce qui est DSI. Par contre, bien évidemment, on a de plus en plus sur toutes les équipes, je dirais, d'applications, de thématiques et surtout un nombre d'utilisateurs qui effectivement a beaucoup augmenté. Notamment si on prend le cas de, je dirais, de l'établissement Charcot, mais ça va arriver de la même manière sur la GMS, le fait de déployer le DPI a effectivement augmenté tout simplement le nombre d'équipements d'extrémité. Voilà. Donc pas vraiment de diminution, mais il a fallu trouver un moyen. Et j'ai un peu l'impression de faire une pub continuelle pour Sophos, mais effectivement, la réactivité qu'on a trouvée avec ce produit a permis, je dirais, quelque part, d'absorber cette augmentation. Voilà. Alors, quand je dis il a fallu faire face à, effectivement, à partir de là, les différentes demandes auxquelles on a pu faire face relativement rapidement ou très rapidement, c'est effectivement donc la réactivité sur, par exemple, des actions très simples qui sont, je dirais, orientées utilisateurs. La prise en compte, je dirais, des nouvelles pratiques. Bon, enfin, c'est pas une nouveauté absolue, mais je dirais tout ce qui est de type site web 2.0, les réseaux sociaux ou des sites avec tout privé où on dépose.
on a pu, avec cet outil, et assez facilement, même, oui, facilement, avoir, je dirais, une granularité sur ce qu'on autorisait. Je prends un exemple très simple, on ne met pas, par exemple, de streaming sur les accès Facebook, ce genre de choses. Et c'est très facile à faire. Voilà. Le contrôle des applications, bah, on a commencé également, je dirais, à gérer, c'était cet aspect-là, en fait, à gérer un contrôle d'application. On a essayé de voir, effectivement, pour l'instant, c'est en cours, si on pouvait également, avec cet outil, puisque c'est intégré dedans, avoir une notion de QoS, en quelque sorte, sur, je dirais, des flux applicatifs qui seraient prioritaires sur d'autres. Nous, on a de plus en plus, mais je pense que ça va être le cas peut-être de certains centres hospitaliers ici, de petites applications pour l'instant, mais qui sont externalisées, qui sont soit sur des flux web standards, soit sur des flux propriétaires, et où ça nous paraît important de les prioriser simplement par rapport à d'autres. Voilà. Alors, dans l'intégration, là, véritablement du PSSI, nous, on s'occupe bien sûr au niveau technique d'une couche de ce PSSI, parce que c'est pas nous qui gérons notre service, bien évidemment, la fiabilité, l'intégrité des données de santé, la confidentialité, etc. Sur l'aspect quand même confidentialité, bah, sur certains équipements, c'est la partie là, endpoint par exemple, qui nous a permis de faire du cryptage, d'accord, donc de manière très facile. Sur la partie, alors je parle de la fonctionnalité SPX, peu importe le terme SPX, ça a été un outil, alors je fais une parenthèse parce que c'est un petit côté peut-être gadget ou anecdotique ou à part, mais en tout cas utile. Dans l'UTM, vous avez une fonctionnalité qui vous permet en fait d'envoyer un message en étant entre guillemets sûr que c'est bien le destinataire qui le reçoit. C'est très simple, en fait, vous envoyez ce message crypté sous cette forme et avec ce protocole SPX, le destinataire reçoit lui un simple PDF qui va lui demander un mot de passe. Alors bien évidemment, à un moment donné, il faut que vous communiquiez d'une manière sûre, on va dire direct, téléphone, SMS, ce code, mais ça vous permet d'être sûr que c'est bien le destinataire qui l'a lu. Je vais prendre un exemple le plus, je dirais, concret possible. On a, nous, par exemple, bien sûr, des directeurs qui échangent des mails avec des directeurs. Chaque directeur, bien évidemment, de chaque côté, a souvent un pool de direction ou au moins une secrétaire qui a délégation. Et ils peuvent avoir tout simplement des informations à s'envoyer par mail qu'on désire que la secrétaire ne les lise pas. Voilà, je dirais une illustration très simple, mais on a utilisé effectivement cet add-on. Ça commence à, je dirais, être de plus en plus utilisé. Alors attention, c'est absolument pas une substitution, je dirais, à la messagerie sécurisée santé. Hein, il ne s'agit pas de ça. Il y a sur les deux CH également une messagerie sécurisée, on va dire réglementaire, avec de type MS Santé. C'est pas de ça qu'on parle, c'est un à côté. Hein, d'accord ? DLP, je ne sais pas si pour vous, dans les centres hospitaliers, c'est également, je dirais, un sujet, et si c'est inscrit par exemple au PSSI. Alors, ce que nous a permis de faire, je dirais, Sophos, ça, il y a beaucoup de soft, je dirais même de protection d'extrémité ou autres qui permettent de le faire, mais on a continué à le mettre en place. C'est simplement, je dirais, éviter les fuites de périphériques mobiles. Bon, c'est très simple, hein, il y a beaucoup de choses, je dirais, de soft autres qui savent le faire. On a essayé, mais c'est là où je dis peut-être que Sophos peut faire des progrès. D'ailleurs, c'est pas le seul éditeur dans ce domaine-là. C'est que par contre, le DLP, je dirais, d'information médicale, qui permettrait d'être fait avec, je dirais, des éléments style, des scopes d'IPP ou un référentiel IPP de l'hôpital ou d'autres choses qui permettent vraiment d'identifier qu'un mail ne doit pas passer par un canal non sécurisé, par exemple, mais doit bien être, je dirais, émis via les flux MS Santé. Pour l'instant, là, je ne vais pas dire qu'on est déçu, mais on n'a pas trouvé énormément d'éléments sur le sujet, donc c'est effectivement un axe d'amélioration. Voilà, alors je vais terminer un petit peu avec, c'était l'augmentation des risques des sécurités. Effectivement, on a pu faire face avec l'UTM, mais je veux dire, c'est très bien fait pour ça. Il y a certaines, je dirais, fonctionnalités qui sont même automatisées, qui nous ont bien rendu service. Et effectivement, on a fait face, entre guillemets, on va dire, aux nouvelles menaces. Bon, j'ai cité ici le malvertising, les ransomware, Laurent l'a évoqué de manière beaucoup plus précise, les attaques network avec, je dirais, en face des réponses telles que l'IPS, etc. Alors, une petite remarque sur l'appellation Standboard Sandbox, puisqu'on me l'a bien expliqué avant, donc je vais essayer de la retracer. En fait, le principe, qui est quand même pas, je dirais, inintéressant, l'UTM de manière automatique, si elle identifie, je dirais, un élément issu d'un mail ou peu importe, qui lui paraît suspect, qui n'est pas en quelque sorte dans son référentiel, elle va le jouer dans une boîte étanche. C'est-à-dire en dehors même de mon écosystème, je dirais que ce soit réseau, serveur, ce que vous voulez bien, ça va être joué sur l'UTM de manière étanche. Et
en résultat de ce jeu, en quelque sorte, elle va décider si elle doit l'envoyer au lab pour vérification ou si elle le juge effectivement, on va dire, apte à passer ce barrage, quoi. Donc voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Également, donc, je dirais les nouvelles menaces. Je ne sais pas également si pour des centres hospitaliers de taille un petit peu identique à ces deux-là, c'est un sujet pour vous, mais il y a eu la partie MDM. Alors la partie MDM, nous on a essayé d'avoir des règles très simples au départ. C'était de dire par exemple qu'on imposait un code de verrouillage, c'était qu'on mettait effectivement une protection anti-menace de type antivirus, donc Sophos pour mobile, dessus. C'était voilà, qu'on puisse lancer d'office les configurations push-mail et un certain nombre de choses. Alors tout ça, on l'a fait de manière assez facile. J'ai toujours un peu l'impression de faire de la pub, mais je suis désolé, c'était effectivement facile à mettre en place. Donc la solution, on va dire, était assimilée. Après, je dirais l'obstacle plutôt pour nous, c'est de le faire, je dirais, déployer et donc acté par nos directions. C'est plutôt là, enfin je sais pas, dans les autres hôpitaux, je sais pas s'il y a des gens ici qui ont la même problématique, mais que je dirais la solution technique, elle est prête, ok, mais après il va falloir qu'on tombe dans le réglementaire. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors nous, on a, j'imagine, comme beaucoup de gens, deux populations, on va dire, d'équipements mobiles, à protéger, qui sont, je dirais, la flotte corporate, des smartphones, des tablettes, et également de plus en plus de gens qui vont demander d'utiliser ce qu'on appelle le bring your own device, c'est-à-dire qu'ils vont ramener leurs équipements, juste des fois pour avoir des choses très simples, du push mail. Mais est-ce qu'on autorise, même sur des équipements qui ne sont pas à nous, en quelque sorte, le push mail, dans lequel il peut y avoir des informations stratégiques, si l'équipement n'est pas sécurisé. Alors tout ça, techniquement, c'est pas un souci. Après, il faut, d'une manière réglementaire, pour les deux scopes, je dirais, arriver à le faire passer par les instances, quoi. Voilà. Nous, on en est là, pour l'instant, on attend une réponse, et je pense que ça mettra un peu de temps de ce côté-là. Voilà. Alors ma conclusion, je vais aller vite, c'est vraiment l'atout de la solution pour nous. Ça a été ça. Ça a été de centraliser toute la sécurité, d'avoir un tout en un, c'est clair. D'avoir une solution adaptée, je dirais, à nos besoins de sécurité. Et une prise en main simple, rapide pour nos équipes. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Donc si éventuellement vous avez des questions auprès de Laurent ou auprès de moi-même, bien sûr, on essaiera de répondre. Merci.